Quand on parle de douance ou de surdoué, l'image qui vient souvent en tête, c'est celle d'une vie plus simple, non? Une sorte de voie royale vers la réussite. Mais et si c'était tout le contraire? Si cette particularité était en fait une source de complexité? C'est justement ce qu'on va essayer de déconstruire ensemble. Pour commencer à comprendre, il y a cette phrase très forte de la psychologue Jeanne Siofacine, qui est une vraie référence sur le sujet. Elle parle d'enfants fragiles, vulnérables. Ça change complètement la perspective, hein. L'idée, ce n'est plus une force, une armure, mais au contraire, une fragilité. Alors allons voir de plus près ce que ça signifie concrètement. Bon, première étape, allons voir au-delà du QI. Parce que oui, tout commence souvent avec un chiffre, mais on va voir que c'est bien plus complexe que ça. Le voilà, ce fameux chiffre 130. C'est un peu le seuil officiel, celui qu'on retient pour parler de haut potentiel intellectuel. Pour donner une idée, la moyenne se situe à 100, donc 130 c'est vraiment bien au-dessus. Mais attention, ce n'est qu'un point de repère, c'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg. Et ça, c'est crucial à comprendre. Ce n'est pas un diagnostic, c'est une hypothèse. Ce n'est pas une étiquette qu'on colle sur le front de quelqu'un. Ce chiffre, il ne dit pas juste plus intelligent, non. Il suggère surtout une intelligence différente. Une façon de penser qui n'est pas juste plus rapide, mais qui est structurée autrement. Au fond, le QI, qu'est-ce que c'est? C'est juste une comparaison. Ça situe une personne par rapport aux autres de son âge. Point. Mais ça ne dit rien sur tout le reste. La créativité, la façon de ressentir les choses, la complexité de la personnalité, tout ça, ça passe complètement à côté. Et c'est justement là que ça devient fascinant. Alors, cette fameuse façon de penser différente, comment ça marche? On parle souvent de pensée en arborescence. Imaginez deux chemins. La plupart d'entre nous, on suit une route bien droite, une idée après l'autre. A, puis B, puis C. C'est la pensée linéaire. La pensée en arborescence, c'est tout autre chose. On part de A et d'un coup, ça explose dans toutes les directions. Ça part vers B1, B2, B3. C'est comme un arbre qui déploie ses branches. Une idée en appelle 10 autres, qui en appelle 10 autres. C'est un foisonnement constant, ça ne s'arrête jamais. Et ce mode de pensée, on l'associe souvent à une dominance du cerveau droit. Ça veut dire quoi? Eh bien que la personne va privilégier la vision globale, l'intuition. C'est le fameux flash, l'eureka. La solution arrive d'un coup, comme par magie. Et le plus déroutant, c'est que souvent, la personne est incapable d'expliquer le cheminement logique qui l'a amené là. C'est juste là. Mais la douance, ce n'est pas qu'une histoire de cerveau et d'idées. Pas du tout. C'est aussi, et peut-être surtout, une histoire de cœur et de sens. Cette phrase résume tout. C'est l'hypersensibilité. Un petit rien, une remarque anodine, un petit souci. Et à l'intérieur, c'est une véritable tempête qui se déchaîne. Scientifiquement, ça vient d'une réactivité très forte de l'amygdale, notre centre des émotions. Tout est vécu avec une intensité décuplée. Et cette intensité, elle ne touche pas que les émotions, elle touche aussi les 5 sens. Ça porte un nom, l'hyperesthésie. C'est un peu comme si les réglages de la vue, de l'ouïe, du toucher, de l'odorat étaient tous au maximum, en permanence. C'est une surcharge constante d'informations. Alors concrètement, ça donne quoi? Ça donne une vision périphérique incroyable, cette impression d'avoir des yeux dans le dos. Ça donne la capacité de capter plusieurs conversations en même temps dans une pièce bruyante. Ou encore une empathie tellement puissante que c'est presque un 6e sens. On sent les émotions des autres. Bref, tout est perçu plus fort, plus vite, plus intensément. Bon, on a ce monde intérieur hyper riche, hyper intense. Et puis on a le monde extérieur, notamment l'école, qui est, elle, très normée. Que se passe-t-il quand les deux se rencontrent? Eh bien souvent, c'est le choc. Prenons un petit exemple tout simple. Un enfant de 7 ans, on lui demande « Qu'est-ce que tu fais de tes vacances ?» Réponse « J'en prends soin ». C'est parfait pour illustrer le décalage. L'adulte attend une description d'activité, c'est implicite. Mais l'enfant, lui, répond à la question exacte qui a été posée, avec une logique implacable. Il prend les mots pour ce qu'ils sont. Un autre exemple, en classe cette fois, la maîtresse donne une consigne qui paraît limpide. Faites un rectangle. Sauf qu'un élève, au lieu de le dessiner, se met à le découper, à le construire en 3 dimensions. Quand la maîtresse lui demande pourquoi, il répond avec une logique parfaite « Vous avez dit de le faire, pas de le dessiner ». Encore une fois, c'est le choc entre un besoin de précision absolue et les sous-entendus du langage de tous les jours. Ces petites histoires, on pourrait croire que c'est anecdotique. Mais mises bout à bout, elles mènent à un chiffre qui, lui, est assez choquant. 1/3. 1/3 de ces enfants sont en difficulté scolaire. C'est un paradoxe énorme, non? Mais ça s'explique. Le système scolaire est pensé pour la pensée linéaire, séquentielle. Il n'est tout simplement pas fait pour une pensée qui part dans tous les sens. Alors face à tous ces décalages, ces difficultés, les mots comme surdoué ou haut potentiel peuvent sembler un peu réducteurs. C'est pour ça qu'une autre image a émergé. Le zèbre. Pourquoi le zèbre? Ça peut paraître un peu étrange comme comparaison, et pourtant cette métaphore est incroyablement parlante pour décrire cette réalité.
D'abord, un zèbre, c'est le seul équidé que l'homme n'a jamais réussi à domestiquer. Il garde son côté sauvage, indomptable. Ensuite, ses rayures sont uniques à chaque individu, comme une empreinte digitale. Ça parle de l'unicité. Dans un troupeau de chevaux, il détonne complètement. C'est l'image même du sentiment de différence. Et enfin, on peut aussi voir ces rayures comme les cicatrices, les blessures laissées par une vie à essayer de s'adapter sans jamais vraiment y parvenir. Au fond, toute cette exploration nous amène à une question bien plus large. On passe notre temps à vouloir mesurer l'intelligence avec un chiffre, à valoriser la capacité à rentrer dans un moule, mais si la véritable intelligence, la plus essentielle, c'était tout autre chose? Et si c'était tout simplement notre capacité à comprendre, à accueillir et même à célébrer la différence?